Cette semaine, Charging Station a pris pour vous le volant d'un Roadster 100% électrique. Et en plus, sous le soleil. Hasard? Je ne crois pas, non. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le grand essai électrisant du MG Cyberster. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Depuis sa renaissance, la marque MG, passée sous pavillon chinois, nous a plutôt habitués à des modèles relativement pragmatiques, sans fioritures, efficace. La MG5 par exemple, un break 100% électrique. À l'époque de sa sortie, il n'y en avait pas tant que ça. La MG4, une compacte assez performante, accessible également. On a la MG3 en essence ou en hybride. On a également le MG ZS EV. Sa prétention, être un SUV familial accessible lui aussi. Tous ces modèles, ils sont efficaces, ils ne font pas de vagues. Bon, à l'exception peut-être quand même de la version X-Power de la MG4, elle est plutôt énervée. Mais voilà, quand on est trop raisonnable trop longtemps, eh bien, on se lâche à un moment donné. Et chez MG, eh bien, ça a donné ça, la Cyberster, un roadster 100% électrique à la fiche technique aussi séduisante que sa ligne. Alors une ligne aguicheuse et des portières à ouverture en élytre, c'est bien, mais que vaut-elle au quotidien? Est-elle utilisable au quotidien? Quelles sont ses qualités, mais également ses défauts? Eh bien, pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours. Le premier trajet et puis le grand essai d'un tout petit SUV. Ça se passe chez Hyundai. On ne parle que de lui en ce moment. C'est le Hyundai Inster qui figure d'ailleurs dans 3 catégories dans le top 3 final de l'élection de World Car of the Year. Le résultat, ce sera dans quelques semaines depuis le salon de New York. Ça veut dire que cette voiture, tous les projecteurs en ce moment sont sur elle. Qu'est-ce qu'elle vaut également? Pourquoi suscite-t-elle un tel engouement? Eh bien, je vous dirai tout donc dans quelques jours avec le premier trajet et ensuite le grand essai de ce Hyundai Inster. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les prochaines semaines. La liste complète, c'est tout à l'heure. Extérieurement, vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que la ligne de cette MG Cyberster, c'est vraiment une réussite. Que ce soit capoté ou décapoté, quelle que soit la configuration, cette voiture, elle est vraiment très agréable à regarder. Pour assurer le show, la capote triple épaisseur, qui vient du même fournisseur que celui de la BMW Z4, s'il vous plaît. Elle est à ouverture électrique, jusqu'à 50 km/h. Et puis surtout, les portières s'ouvrent vers le haut en élytre, là aussi électriquement. Voilà un format rafraîchissant dans le paysage automobile actuel, un format qui n'a pas que des avantages, on le verra tout à l'heure, mais un format qui permet au moins de changer des traditionnels SUV et autres crossovers. Avec cette Cyberster, on respire. D'un point de vue technique, selon les versions, on aura soit un, soit 2 moteurs électriques synchrones à aimant permanent. Ici, on est sur la version la plus puissante, c'est-à-dire avec 2 moteurs électriques synchrones à aimant permanent, un paressieux, mais attention, c'est toujours le moteur arrière qui reste le moteur principal. On a donc toujours une tendance propulsion. Ce qui est plus sympa évidemment sur un roadster de ce type, c'est ce qu'on attend comme comportement sur une voiture comme celle-ci. Alors quelle que soit la version, la puissance est largement suffisante, certainement sur cette version haut de gamme avec ses 510 chevaux. 510 chevaux qui ne demandent qu'à galoper dans le plus grand des silences. Le résultat est assez impressionnant. On entend comme ici les oiseaux chanter. Alors sur papier, l'offre est très intéressante, mais qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien, je vous livrerai mes impressions tout à l'heure quand on sera sur la route. Attention, petit spoil, bah oui, elles sont positives.
Elle est située sous le plancher entre les 4 roues. C'est la batterie haute tension qui équipe cette MG Cyberster, une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Ça, c'est pour la chimie. Une batterie qui est la même sur les 2 versions. Les autonomies proposées ne sont pas exceptionnelles pour une voiture électrique aujourd'hui en 2025. Cela dit, c'est pas une voiture qui est destinée à faire des longs trajets autoroutiers. A priori, c'est pas à ça qu'elle se destine. C'est pas comme ça que vous allez l'utiliser. On est plutôt sur des balades, sur des nationales, etc. Là, vous allez pouvoir profiter pleinement de la conduite silencieuse au grand air, et donc cette autonomie finalement elle sera quand même largement suffisante. On est quand même sur 500 km sur la version qui vous emmène le plus loin sur une seule charge, c'est bien sûr la version à 2 roues motrices, et sur cette version à 4 roues motrices, on est quand même bien au-delà de 400 km, 443 km, c'est toujours plus que ma Polestar 2 Dual Motor de 2021, et avec cette voiture je peux vous dire que je n'ai absolument jamais de problème d'autonomie. Et puis au-delà de l'autonomie en tant que telle, eh bien c'est aussi la vitesse de recharge qui est importante. Justement, on va parler recharge dans la suite. Pour recharger la batterie de cette MG Cyberster, eh bien, ça va se passer à l'arrière du côté gauche, vous le voyez, avec sous la trappe la présence des 2 connecteurs habituels, le connecteur de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien, et donc ce connecteur il est directement accessible, il n'y a pas de petit cache à retirer, et comme c'est celui auquel on aura recours le plus souvent, eh bien c'est tant mieux. Recharge sur le courant alternatif pour le quotidien, recharge sur le courant continu de manière un petit peu plus exceptionnelle. Dans ce cas-là, vous retirez le petit cache en partie inférieure et vous avez la somme des 2 connecteurs qui est le connecteur combo CCS, ces espèces de gros connecteurs qu'on voit au superchargeur avec ces câbles plus épais. Vous irez recours sans doute un petit peu moins régulièrement, d'autant plus que cette voiture, eh bien, pour récupérer 70% de capacité de batterie, pour passer de 10 à 80, eh bien, il lui faut 38 minutes. 38 minutes, c'est pas un score vraiment génial aujourd'hui en 2025. Certaines autres font beaucoup mieux. Et puis surtout, des voitures qui commencent à arriver avec des technologies 800 volts. Et c'est vrai que du coup, elles peinent, celle-ci, à rivaliser avec la technologie 800 volts qui, elle, propose du 10-80 en 18 minutes, 20 minutes par exemple. Et là, ça fait une sacrée différence. Évidemment, si vous y avez recours très régulièrement, si c'est 1 fois par an, 2 fois par an, ça ne va pas changer grand-chose. Bref, cette voiture ne sera sans doute pas l'idéal, la voiture idéale pour traverser la France ou traverser l'Europe. Il faudra prendre son temps, mais c'est vrai qu'en cabriolet, on aime bien prendre son temps. Alors, 38 minutes pour passer de 10 à 80%, c'est la théorie, mais dans la pratique, est-ce qu'elle les respecte? La réponse maintenant. Il fait 17 degrés, la batterie est à 10%, 10-80 donc en 38 minutes en théorie. On va voir ce qu'il en est dans la pratique. Après 1 minute de recharge, la voiture m'annonce 34 minutes pour atteindre 80%. Si c'est le cas, ce serait plus rapide qu'annoncé par le constructeur. Je demande à voir. La puissance de recharge est pas mal. Là, on est à 139 kW pour 144 maximum en théorie. Franchement, ça démarre plutôt bien. On se dirige, semble-t-il, vers une petite performance puisque 38 minutes, ça voudrait dire 17h11. Vous le voyez ici, il est 17h01 et la voiture demande encore 7 minutes de recharge. Ça voudrait dire 17h08, c'est-à-dire 3 minutes plus rapide qu'annoncé par le constructeur et donc 35 minutes au lieu de 38 minutes. Verdict dans quelques minutes. Voilà, la recharge vient de se terminer, il est 17h07 et la voiture chipote depuis 17h06. Elle a drastiquement réduit la puissance pour arriver juste à 80%. Donc on aurait même pu dire 17h06 en fait à la place de 17h11. Ça veut dire 5 minutes gagnées par rapport au temps annoncé par le constructeur. Ça veut dire non pas 38 minutes mais 33 minutes pour passer de 10 à 80%. On revient un petit peu dans la norme, 33 minutes c'est largement mieux, largement plus proche des 30 minutes qu'on rencontre actuellement que 38 minutes évidemment. Donc c'est pas mal, c'est en tout cas une belle performance de recharge compte tenu des données constructeurs et pas dans l'absolu évidemment. Notez enfin que cette voiture est compatible V2L, Vehicle to Load, c'est-à-dire la recharge bidirectionnelle. Le courant, il rentre par le port de recharge, mais il peut également sortir via le port de recharge pour alimenter des appareils externes. Toujours concernant la recharge, Luminus vous propose des solutions de recharge en Belgique qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus vous propose également des bornes de recharge de dernière génération avec lesquelles vous pourrez profiter de votre voiture électrique à la maison, par exemple. Si vous rechargez à la maison, eh bien dans les meilleures conditions et surtout aux meilleurs tarifs. Surfez sur le site internet de Luminus pour découvrir toutes les offres qui sont proposées. Il y en a forcément une qui vous convient. Ça se passe sur luminus.be/e-mobility.
Dans la suite de cet essai, je vous emmène à l'avant, je vous fais découvrir le tableau de bord de cette MG Cyberster et puis je vous livre mes impressions sur la route après une semaine à son volant. Là, on va s'intéresser au volume de chargement disponible. Alors, l'ouverture, c'est soit via le petit bouton, soit via la petite touche sur la télécommande, vous la maintenez enfoncée et ça déverrouille le coffre que vous allez pouvoir ouvrir. L'ouverture, vous le voyez, elle est manuelle. Alors, le volume de chargement, il n'est pas gigantesque, mais largement suffisant pour les petites escapades du week-end ou même pour aller faire les courses par exemple. Volume de chargement qui est plutôt en profondeur, vous le voyez. On a deux petits filets de retenue, un à gauche, un à droite. Et malheureusement, sous le plancher du coffre, eh bien, pas d'espace disponible puisque c'est là qu'on va retrouver par exemple le kit de gonflage. On a aussi un seuil de chargement qui, forcément, vous le voyez, est un petit peu haut si vous devez emmener des packs de boissons par exemple. Sous le capot, vous le voyez, il n'y a pas de frunk, juste des caches en plastique en mode circulé. Il n'y a rien à voir. Allez, du coup, on referme le capot. La première impression quand on s'installe au volant de ce Roadster, c'est une impression de cockpit. On est assis plutôt bas, même si sans les batteries, on pourrait être encore plus bas. Les écrans latéraux sont tournés vers le conducteur, tout comme la partie centrale de la planche de bord, qui est elle aussi orientée vers le conducteur. On sent d'emblée qu'on s'installe au volant d'une voiture à conduire, et c'est assez excitant, je dois bien vous le dire. La disposition des deux écrans latéraux face au conducteur pose tout de même d'emblée question. Ils sont partiellement cachés par le volant, et quand on a les mains à 10h10 sur le volant, c'est encore bien pire, on ne les voit quasiment plus. L'ergonomie générale est également déroutante au premier abord, avec des choses qui ne sont pas à leur place habituelle, comme la navigation à gauche par exemple. Et il n'y a pas non plus vraiment d'écran central d'infodivertissement, on reviendra sur tout ça dans un instant. La qualité d'assemblage ne souffre d'aucun reproche. Concernant les matériaux, il y a du bon et du moins bon, avec un aspect général tout de même un petit peu trop plastique à certains endroits, un aspect un peu trop plastique que viennent un peu faire oublier le simili-cuir au-dessus de la planche de bord, l'espèce de suédine également qu'on va retrouver sur les montants du pare-brise entre autres en gris, et puis à certains endroits à l'intérieur en rouge dans cette finition. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. La description de l'intérieur, on va commencer par la portière conducteur, en partie haute les réglages électriques du siège et les deux mémoires ainsi que le verrouillage centralisé. Notez qu'il y a deux mémoires du côté passager également. En partie intermédiaire, la poignée de fermeture et les vitres et rétroviseurs électriques. Plus bas, le vide-poche, petit mais disposant d'un couvercle, c'est déjà ça. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage de l'assiette des phares, le frein de parking électrique et plus bas le déverrouillage du capot, avec deux coups vers l'arrière, ce qui veut dire que il y a plus de petites tirettes après à aller chercher en dessous du capot, c'est très bien. Le volant, il est à réglage manuel. À gauche, la commande vocale, le téléphone, la navigation dans les menus de l'écran de gauche derrière le volant, ainsi qu'un joystick multifonction. À droite, la personnalisation de l'affichage de l'écran instrument, la touche étoile personnalisable, la navigation dans les menus de l'écran de droite derrière le volant et un joystick multifonction. La touche étoile pourra vous emmener soit vers la caméra 360, soit vers le choix de la source sonore. À gauche, en partie basse, l'activation du limiteur ou régulateur de vitesse adaptatif ou encore de la conduite assistée en fonction des paramètres que vous aurez sélectionnés. À droite, en partie basse, le mode de conduite Super Sport qui a droit à son bouton d'activation spécifique. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants, l'appel de phare et le mode automatique pour les phares. À droite, les essuie-glaces. À l'avant, il n'y a évidemment pas d'essuie-glace à l'arrière. On a également une palette à gauche derrière le volant avec la récupération d'énergie réglable sur 3 niveaux, plus un mode automatique en maintenant la palette tirée une bonne seconde. Cette palette est désactivée si, comme moi, vous optez pour la conduite à une pédale. Une palette à droite également avec 3 autres modes de conduite, confort, sport ou personnalisé. L'écran instrument ensuite divisé en 3 écrans, les 2 aux extrémités étant tactiles et l'affichage des 3 écrans est personnalisable à partir des touches sur le volant. L'ergonomie avec ces 3 écrans est assez moyenne parce que ceux de gauche et de droite seront donc systématiquement masqués, plus ou moins selon vos réglages, par le volant. C'est pas top. On dirait en fait, et vous l'avez dit dans les commentaires sous la vidéo premier trajet, que la voiture a été conçue pour être utilisée avec un volant yoke, donc sans partie supérieure, et qu'au final, en dernière minute, ils se sont dit on va quand même mettre un volant normal. Sauf que ce volant normal, effectivement, il masque partiellement les 2 écrans à gauche
et à droite. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture. Au centre de la planche de bord en partie supérieure, tournée vers le conducteur, un bandeau de commande avec l'appel de la caméra 360, certaines commandes du système de chauffage et de climatisation, ainsi que les feux de détresse. À gauche, ensuite, le sélecteur de vitesse et à droite, encore un écran avec le menu voiture et le menu de climatisation, ainsi qu'une commande de volume accessible depuis le siège passager. Ensuite, les commandes d'ouverture, fermeture des portières aux extrémités et de la capote au centre. Plus en arrière, à gauche, un espace pour glisser votre smartphone et à droite, deux porte-gobelets dont le fond peut remonter quand ils ne sont pas utilisés parce que ça fait plus chic. Entre les deux sièges, sous la coudoir centrale, un espace de rangement supplémentaire contenant une prise USB-A et une prise USB-C. La boîte à gants, elle est de contenance plutôt réduite, mais elle est recouverte de feutrine, c'est déjà ça. Et puis enfin, derrière les sièges, on a un petit espace avec un crochet pour accrocher un sac de course par exemple, l'ouverture d'urgence des portières et en bas, deux filets de retenue. Dans cette voiture, pas vraiment d'écran d'infodivertissement, on l'a vu. On a un écran ici entre les sièges et puis 3 écrans face au conducteur. Je vous propose d'ailleurs de les détailler. On va commencer par l'écran de gauche. Alors sur cet écran, pour démarrer, on a la navigation. Ensuite, juste ici, on a la radio. On aura ensuite Apple CarPlay et Android Auto. Et puis ici, la partie téléphone. Alors concernant la partie navigation, on n'a pas vraiment de planificateur d'itinéraire sur cette voiture. Vous pourrez utiliser l'application MG pour concocter votre itinéraire. On n'a pas vraiment de planificateur dynamique. Une fois de plus, je le dis, c'est pas vraiment une voiture qui est faite pour faire de très longs trajets où vous allez enchaîner les sessions de recharge. C'est vraiment la voiture plaisir. Donc c'est la voiture que vous allez emmener sur des petites routes, sur des nationales, pas forcément des grands trajets autoroutiers. Et cet écran, vous allez pouvoir zapper entre les différentes pages par cette partie ici, vous le voyez, cette partie sur le volant, tout comme vous allez pouvoir le faire également à droite avec cette partie ici, pour l'écran qui se trouve là-bas derrière, vous le voyez. Dans ce cas-là, vous aurez droit à tout ce qui est énergie, consommation d'énergie, charge en cours, véhicule à charger, etc. La météo, c'est original. Le menu MG avec les services MG, chercher un concessionnaire, etc. On a également le compte, plan de voyage, points d'intérêt, etc. Et puis enfin, tout ce qui est réglages généraux, donc réglage de luminosité, de l'angle, vous le voyez ici, le format 24 heures. On a également, si je vais ici à gauche, le Bluetooth. On a également le réseau sans fil. Également le point d'accès du véhicule, la voix, volume, paramètres de son, système, activation, etc. Et puis on a un menu qui vient du haut également avec réglage de luminosité, volume multimédia, volume du téléphone, volume de la navigation, Wi-Fi, le Bluetooth, point d'accès, on le disait, et puis les données. On renvoie le menu ici et si je rappuie une fois, je reviens sur le menu par défaut qui est donc celui-ci. Et puis on a également sur le volant ce petit bouton ici qui va permettre de zapper entre les différentes informations qu'on a là sur l'écran instrument. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'état du véhicule, on a également la radio, on a la navigation, mais pour l'instant, il n'y a pas de trajet en cours. On a également le total cumulé depuis le démarrage, ainsi que depuis la dernière recharge, et on revient sur l'état du véhicule. Et puis enfin, cet écran qu'on va retrouver entre les sièges, écran qui n'est pas vraiment l'écran d'infodivertissement puisque tout ce qui est GPS par exemple ou encore Apple CarPlay, Android Auto ne se trouve pas sur cet écran, mais on l'a vu sur l'écran de gauche derrière le volant. On a ici deux panneaux principaux accessibles depuis le bas de l'écran, à savoir le panneau climatisation ici. Vous voyez là qu'elle est arrêtée, c'est là que vous pouvez également mettre le volant chauffant, les sièges chauffants, etc. Et puis ensuite le panneau voiture avec différents menus, c'est là que vous allez pouvoir aller naviguer pour par exemple couper les alertes de survitesse. Donc ici le menu conduite, on a mode d'entraînement, mode de lancement, c'est le launch control en fait, mauvaise traduction. La conduite à une pédale ici, donc si la conduite à une pédale est activée, eh bien la palette derrière le volant est elle désactivée, j'en parlerai sur la route. On a ici le menu siège, voilà, avec le réglage lombaire conducteur-passager. Ici, les éclairages avec les phares intelligents, éclairage d'ambiance que vous allez pouvoir personnaliser selon vos envies également. Et puis on a le combiné, c'est ce que je vous disais, c'est l'affichage, en l'occurrence ici l'affichage classique. On a un affichage plus sport également qui est disponible. On peut l'activer d'ailleurs et on va voir ce que ça donne directement face au conducteur. Voilà ce que ça donne. On a ici les différents menus possibles, ils sont tous activés, on l'a vu, disponibles sur l'écran instrument, sur la partie de droite ici derrière le volant. Ensuite,
Je remonte, le MG Pilot, c'est là qu'on va pouvoir couper les bips de survitesse, c'est là qu'on va choisir également limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif ou conduite assistée. Je zappe à droite, porte et serrure ou encore statut disponible ici également. Et puis on a le petit menu, je vous disais ici, accessible depuis la place passager, le petit plus, le petit moins, c'est-à-dire le contrôle du volume. Voilà, on va revenir sur le menu de climatisation. Voilà pour ce qui est de la description des différents écrans qui se trouvent dans le cockpit de cette voiture, j'ai envie de dire. Alors, pas de planificateur d'itinéraire, donc ça veut dire que si je mets Marseille, la voiture va me dire dans quel rayon je peux naviguer, en gros jusqu'aux frontières de la Belgique, et elle ne me proposera pas spontanément des stations de recharge, elle ne me concoctera pas mon petit trajet jusqu'à Marseille. Donc en gros, si vous faites un très long trajet, prévoyez d'utiliser une application tierce. Voilà pour ce qui est de la description de l'écran, des écrans de cette MG Cyberster. Allez, on file sur la route. Pied sur le frein, vous appuyez sur D ou sur R et c'est parti. Le silence au démarrage est génial, certainement quand on roule cheveux au vent comme aujourd'hui. Dès les premiers tours de roue, la sensation est incroyable. On est plus que jamais en contact avec la nature. Rouler dans le plus grand des silences en entendant les oiseaux chanter, c'est tout de même une sensation assez inédite. Alors la disposition des commandes en mode cockpit, elle invite aussi à se faire plaisir, même si on l'a vu au niveau de l'ergonomie, c'est pas forcément génial, mais cela dit, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt sympa. Si les sièges soutiennent très bien latéralement avec un soutien lombaire ajustable électriquement, malheureusement l'amplitude offerte par les réglages de position est un petit peu limite pour mon mètre 90. Alors il y a une petite astuce, vous me l'avez communiqué dans les commentaires de la vidéo premier trajet. On peut en maintenant le bouton de réglage du dossier vers l'arrière récupérer quelques centimètres, mais malheureusement on ne peut pas tirer davantage le volant, donc ça ne résout pas vraiment le problème. Par ailleurs, le bord gauche de la console centrale ici est un poil trop dur, ce qui est un petit peu gênant quand on vient y poser le genou de manière assez prolongée, et puis l'espace disponible entre le genou et le volant, il est un peu limite. La hauteur disponible est aussi assez faible, j'ai des cheveux qui frottent sur la capote. Bref, c'est pas vraiment une voiture pour les conducteurs qui mesurent 1m90 m. Les aides à la conduite, elles sont globalement plutôt bien calibrées dans cette voiture, ce qui est donc une bonne surprise. Le petit bémol, ça va être les réactions de la conduite assistée qui sont un rien trop brutal, qui manquent un petit peu de souplesse quand quelqu'un vient s'insérer devant vous ou que vous arrivez derrière une voiture plus lente par exemple, c'est dommage. Bonne nouvelle par contre, même en l'absence de volant capacitif, la sensibilité du volant est telle que la voiture ne va pas vous rappeler à l'ordre constamment alors que vous avez bien les mains sur le volant. C'est une bonne chose. Pour supprimer les bips de survitesse, malheureusement c'est via les menus de l'écran central, pas vraiment accessible. L'idéal eût été de mettre un raccourci supplémentaire dans le menu qui vient de haut ici, comme pour le lane keeping, ou alors assigner cette fonction à la touche étoile sur le volant, mais malheureusement ce n'est pas possible non plus. Allez MG, avec quelques petits ajustements mineurs, cette voiture elle gagnerait vraiment en ergonomie. La répartition des masses 50-50, la tendance propulsion, le cockpit qui enveloppe le conducteur, le bouton rouge Super Sport sur le volant, tout ça est clairement de nature à donner le sourire sur la route, certainement sous le soleil et avec la capote repliée. En matière de comportement, cette Cyberster, elle est vraiment une réussite, il n'y a rien à dire. Alors elle est davantage GT que super sportive, cela dit elle n'est pas avare en sensations, elle offre tout de même un comportement qui est très équilibré. Mon seul regret, ça va être concernant la petite latence à l'accélération, une microseconde qui fait que quand on écrase l'accélérateur, le coup de pied au derrière, il arrive relativement progressivement et pas instantanément, mais c'est finalement un détail, c'est pas forcément pied au plancher que ce roadster va s'apprécier le plus, mais plutôt dans un style de conduite qui ira de tranquille à soutenu quand même. Rien à dire concernant les deux bruits artificiels disponibles, celui d'un moteur thermique et puis un autre plus spatial. Je les ai essayés 2 secondes tous les deux pour au final les couper en voiture électrique et certainement en cabriolet. Ce n'est pas ce qu'on attend, en tout cas ce n'est pas ce que j'attends, mais si vous aimez, c'est disponible. Concernant la gestion des bruits, les bruits de roulement sont très bien gérés. Pour ce qui est des bruits aérodynamiques par contre, c'est moins idyllique malgré la qualité de la capote. On entend des sifflements au niveau de l'arrière des portières, c'est pas franchement agréable, mais c'est pas non plus insupportable. Disons qu'on vit davantage avec son environnement à bord de cette voiture, même capote fermée. Le système audio, enfin, il fait très correctement son travail, à l'exception de la réception numérique en DAB+, la radio numérique, qui, comme sur pas mal de voitures chinoises, coupe de temps en temps sans raison. Il faut donc alors faire une petite manipulation pour la récupérer, zapper sur une autre radio et puis revenir à la radio que vous écoutiez. Voilà, tout ça est un petit peu agaçant.
Le diamètre de braquage, il est de 10,9 mètres. Alors attention, pas entre deux murs, mais entre bordures, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans la pratique, le Cyberster ne braque pas vraiment court, mais sans que ça ne soit vraiment insupportable non plus. J'ai pas pesté cette semaine dans les espaces exigus, comme les parkings par exemple. Bon, c'est pas là qu'il sera le plus à l'aise, c'est clair, mais cela dit, le système de caméra à 360 degrés qui est livré de série, comme tout le reste ou à peu près, eh bien, il est plutôt performant avec des vues assez détaillées. Il va donc compenser un peu le relatif manque de maniabilité de l'engin. Concernant la récupération d'énergie, on l'a vu, vous avez le choix soit 3 niveaux et un mode de récupération automatique disponible via la palette de gauche derrière le volant, ou bien la conduite à une pédale. C'est évidemment mon mode préféré, d'autant plus qu'il reste actif d'un trajet à l'autre, donc c'est vraiment parfait. La conduite à une pédale en plus est bien calibrée, va jusqu'à l'arrêt complet. Allez, elle pourrait être un poil plus mordante, mais franchement c'est déjà vraiment pas mal. C'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien, vous accélérez, vous ralentissez jusqu'à l'arrêt complet, juste avec la pédale de droite, c'est un bonheur. Concernant la sensation au niveau de la pédale de frein, elle est très bonne également. Une pédale qui est globalement bien dosée, un freinage qui est puissant quand on en a besoin. Franchement, c'est top. Les phares, ils sont à technologie LED avec allumage automatique évidemment, mais également basculement automatique entre feu de route et feu de croisement. Alors pas de phare matriciel sur cette voiture, l'éclairage proposé, cela dit, il est tout à fait satisfaisant. Et vous le voyez, le basculement entre feu de route et feu de croisement se fait toujours à bon escient. J'ai pas eu de mauvaise surprise cette semaine, rien à dire sur ce point, ça fonctionne. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette MG Cyberster, avant de conclure cet essai également, eh bien parlons consommation et donc autonomie réelle. L'autonomie théorique sur une seule charge sur cette version GT, version à 4 roues motrices, elle est de 443 km, norme WLTP cycle mixte. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre, mais peut-être un petit peu plus que d'habitude, je dois bien l'avouer, de manière un petit peu plus dynamique. Côté thermomètre, il a fait entre 0 et 20 degrés cette semaine, 0 tôt le matin et 20 degrés dans l'après-midi. On a fait une fois de plus le grand écart. Alors sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu moins de 600 km avec 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile-travail du quotidien, avec l'aller tôt le matin capoté et le retour l'après-midi décapoté et sous le soleil. C'est important. En tenant compte de ces conditions spécifiques, je suis arrivé à une moyenne de 24 kWh au 100, sans chercher à battre des records, en utilisant le plein potentiel de cette voiture, en me faisant plaisir, en roulant décapoté durant à peu près la moitié des trajets avec le chauffage à fond, etc. Cette valeur, elle va me permettre de rouler un bon 300 km réel avec une recharge à 100% dans mes conditions de parcours et de météo de cette semaine. Notez que sur autoroute décapotée, on est plus proche des 26-27 kWh au 100 avec le chauffage à fond en plus, mais a priori, vous n'allez pas rouler plusieurs centaines de kilomètres décapoté sur autoroute chauffage à fond. Décapoté, vous serez plutôt sur des nationales en train de traverser des petits villages sympas sous le soleil et dans le silence. Ah, que ça va être cool. Ah, et je vous le souhaite en tout cas. Les prix à présent, les voici pour la Belgique, la France et la Suisse. Cet exemplaire d'essai est une version GT en Belgique, c'est-à-dire la version à 4 roues motrices, à partir de 69 990 €, 69 990 €. La seule option dont elle est équipée, c'est la peinture métallisée Andes Grey, qui lui va d'ailleurs particulièrement bien. Une peinture facturée 650 €, total de la facture en Belgique, 70 640 €, 70 640 €. Alors, deux autres possibilités sont à cocher ou pas sur le bon de commande, à savoir la capote rouge, ça c'est très très beau, capote rouge facturée 1000 €, et puis autre possibilité pour le garnissage à l'intérieur, plutôt que le noir et rouge, eh bien vous pouvez avoir du noir et gris, et ça, c'est sans supplément. Surfez sur le site internet de MG qui correspond à votre pays, configurez votre Cyberster idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors on connaît ça depuis un certain temps pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent, notamment la déductibilité et puis la facilité de gestion de manière mensuelle. Pour les particuliers, c'est plus récent, alors il n'y a pas de déductibilité évidemment, mais tout le reste eh bien, est valable également pour le private lease, c'est-à-dire la facilité de gestion au quotidien, puisque vous n'avez d'une part pas à vous inquiéter des montants que vous allez devoir dépenser d'un mois à l'autre pour votre voiture,
tout est compris. La mise à disposition de la voiture, les taxes, assurance, entretien, pneus, etc., etc. Vous pouvez choisir une formule absolument tout compris et donc vous n'aurez pas de surprise d'un mois à l'autre. Et puis l'autre avantage, c'est qu'à la fin du contrat, combien vaudra cette voiture? On sait que le prix des voitures électriques, la cote fait un petit peu du yo-yo sur les sites de vente de voitures d'occasion et forcément avec une formule de leasing, vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra votre voiture à la fin du contrat. Vous rendez la voiture et les clés. Et c'est tout, autant de bonnes raisons de demander une offre sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24, le site internet numéro 1 pour la vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent, des voitures forcément disponibles immédiatement. Alors vous rentrez simplement les critères qui sont importants pour vous et vous recevez en retour une liste de véhicules qui correspondent parfaitement à ces critères et parmi ces voitures, peut-être votre prochaine voiture. Alors bien sûr, il y a des voitures d'occasion, des voitures récentes également, des véhicules neufs aussi sur Autoscout24 et de plus en plus de véhicules électrifiés, voire 100% électriques, à des prix d'ailleurs très très intéressants. Il y a de belles affaires à faire sur Autoscout24, croyez-moi. Sur Autoscout24, vous avez également une partie qui est maintenant entièrement dédiée, une section dédiée à la voiture électrique, avec un calculateur d'autonomie, un calculateur de temps de recharge également. Allez y jeter un petit coup d'œil si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'utilisation d'une voiture électrique. Autoscout24, c'est également dans le creux de la main, dans votre poche, sur votre smartphone. L'application Autoscout24, elle est gratuite, disponible sur toutes les plateformes et vous allez pouvoir aussi facilement que via le site internet effectuer une recherche pour trouver votre prochaine voiture. Téléchargez-la, je l'ai dit, elle est entièrement gratuite. Surfez sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, ce n'est pas la voiture la plus spacieuse, ce n'est pas non plus celle qui a le plus grand coffre, ce n'est pas la voiture la plus silencieuse, ni celle avec la conduite assistée la mieux réglée. Mais tout ça, on s'en fiche, cette MG Cyberster à conduire, c'est un pur plaisir. Franchement, l'association cabriolet-voiture électrique, elle a tellement de sens. Chaque trajet vous donne l'impression d'être en vacances. C'est assez incroyable. Alors oui, pour les grands comme moi, l'espace est vraiment compté. Et c'est à peu près le seul élément qui pourrait me retenir de l'acheter. Mais si vous mesurez 1,85 m ou moins, pas de problème. Installez-vous au volant et faites-vous plaisir. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine. D'abord le premier trajet et ensuite le grand essai au volant du Hyundai Inster, le petit SUV sud-coréen. Très prometteur, je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on ira chez Ford. Ce sera la Ford Capri. Qu'est-ce que ça vaut? J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine et vous saurez tout. J'irai chez Skoda, un modèle là aussi très attendu, le Skoda Elroq, qui est très prometteur et très bien placé du point de vue de son tarif. Et puis, il y a les petits détails Simply Clever propres à Skoda et qui font toujours plaisir, évidemment. Et puis, à la fin du mois d'avril, je prendrai le volant de la version restylée du Tesla Model Y. Là aussi, vous saurez tout. Après une semaine à son volant, est-il toujours incontournable aujourd'hui en 2025? Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. N'hésitez pas également à partager les vidéos, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir bien sûr, et puis n'hésitez pas également à dialoguer dans les commentaires, dans le respect évidemment. On peut ne pas être d'accord mais on se respecte tout de même. Dialoguer entre vous et avec moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos messages, de répondre à vos questions ou de lire vos commentaires. N'hésitez pas donc dans les commentaires de cette vidéo, voir des autres vidéos également. À bientôt.